Et à Alexandra Martin pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, pour vos propos éclairants. Monsieur Malizard, je voudrais évoquer un 5e défi, le défi capacitaire humain dans notre économie de défense marquée, on le dit ce matin, par le retour du combat de haute intensité. La préparation à ce type de combat suppose bien sûr, on le voit, une augmentation sensible des capacités de mobilisation opérationnelle, matérielle, mais également humaine. La professionnalisation des armées, la modernisation de nos systèmes de défense induisent la nécessité de disposer également, dans toutes les missions, des plus traditionnelles aux plus innovantes, d'un renfort permanent de ressources humaines et civiles. Comme c'est le cas dans de nombreux pays, l'apport de forces de réserve a pris une importance déterminante en raison de leur souplesse d'emploi et de leur ratio coût-efficacité particulièrement intéressant. Les réservistes sont une des composantes essentielles de notre système de stratégie nationale de défense. Qu'il s'agisse de la réserve opérationnelle, intégrée en renfort dans les forces, ou de la réserve citoyenne, relais contributif de la défense auprès de la société civile, les deux constituantes de la réserve militaire agissent de manière complémentaire, d'une part pour aider les armées à remplir leurs missions en tout temps, et d'autre part pour promouvoir en tout lieu l'esprit de défense et maintenir et renforcer le lien entre la nation et son armée. Aussi, outre les investissements votés dans la loi de programmation militaire pour la transformation de nos forces armées, un objectif de 100 000 réservistes à l'horizon 2030 a été fixé. Est-ce que cet objectif vous paraît suffisant? Est-ce que les moyens dédiés dans la LPM vous paraissent aussi suffisants? Que pensez-vous de l'apport de ces réserves dans notre économie de défense et de guerre? Merci. Merci, chers collègues, messieurs. Merci pour votre question qui, en fait, en plus, est un peu en contrepoint avec la question de M. Saint-Aul sur la problématique du coût de la conscription. En fait, en creux, c'était ce que vous avez souligné. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans une perspective longue, les dépenses de fonctionnement, qui incluent une grande partie de la masse salariale, sont extrêmement stables dans l'histoire. Et la fin de la conscription n'a pas permis de faire des économies, ce qui était un peu l'attente, l'espoir des années 90-2000 pour financer les équipements. Aujourd'hui, il y a effectivement, à mon avis, vous avez raison de le souligner, un sujet sur la fonction RH, pour plein de raisons. C'est que, en gros, les besoins des armées, c'est des besoins plutôt de personnes jeunes en bonne santé. Or, aujourd'hui, la démographie est telle que les cohortes sur les classes d'âge sont peut-être moins importantes que par le passé. Il y a déjà des signaux d'alerte récurrents sur le fait que les cibles de recrutement n'ont pas été atteintes par le passé. Donc là, il y a un sujet, on va dire, en gros, d'attirer, de garder ceux qui sont présents, de fidéliser, c'est un sujet majeur. Et en complément, effectivement, les réservistes sont vus comme, sur certaines fonctions, en fonction des contrats, etc., l'opportunité de disposer de savoir-faire sans être totalement, sans avoir à recruter définitivement des personnes. Aujourd'hui, je ne sais pas si le chiffre de 100 000 est important, est le bon ou pas. Ça dépend vraiment des objectifs qu'on veut assigner à tout ça. Globalement, on a fait le choix, dans une perspective un peu historique, de renoncer de ne pas avoir beaucoup de réservistes compte tenu de la taille des forces armées, ce qui n'est pas le choix d'un certain nombre de pays. Il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin. Alors historiquement, la Finlande ou la Suisse, par exemple. C'est peut-être des exemples à creuser, justement, pour regarder cet aspect-là du poids de la réserve. Ceci étant dit, en fait, on voit que malgré tout, il y a des difficultés intrinsèques. Des gens qui sont réservistes, on signe un contrat avec les forces armées, mais ont du mal parfois à être mis à disposition par leurs employeurs. Il y a des engagements qui ont été pris par un certain nombre d'entre eux, les plus grands groupes, parce que c'est plus facile. Mais là il y a, à mon avis, il y a un accompagnement aussi à avoir, à la fois vis-à-vis des grands groupes qui sont sensibilisés, mais aussi des plus petites structures. Et en fait, bien souvent, les réservistes sont issus d'entreprises qui sont de l'industrie de défense, donc il y a déjà une sensibilité particulière au sujet. C'est un des sujets majeurs Monsieur le Président l'a rappelé, j'ai aussi
la chance d'enseigner pas mal. Et en fait, beaucoup de gens ne connaissent pas le secteur de la défense. Et donc, il y a aussi porté la voix dans un contexte où, si jamais on veut massifier, la réserve est un sujet important. Mais il faut aller aussi attirer des personnes, et en particulier des personnes qui ne sont pas, soit qui sont indifférentes, soit qui ne connaissent pas, en fait. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises par le passé. Je pense à la Fabrique Défense qui avait été organisée pour justement parler un peu des métiers. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a un sujet de connaissance du secteur qui est un travail de longue haleine et qui mérite d'être appuyé. Merci, messieurs. Je passe la parole à Sébastien Saint-Pasteur pour